Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez réagir sur le chat en dessous. Ouais. Et on va attendre quelques minutes les gens qui arrivent, ainsi que Johan. Tac, tac, tac. Ouais, ça doit être bon. Pas me connecter. Voilà. Hello Johan. Hello, vous m'entendez bien tous ou pas? Ouais, je pense que c'est parfait. Nickel. Super. Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur cette session sur la diversification. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la section en bas à droite. Au fil de l'eau, nous essayerons de répondre ou à la fin, il y aura il y aura une session de questions-réponses. Mmh. Mais avant de parler de diversification, on va peut-être commencer par se présenter. Je te laisse l'honneur, Joanne. Tout à fait. Du coup, moi, je suis Joanne, donc je suis conseillère chez Mon Petit Placement depuis, maintenant 2 ans et demi. Donc mon rôle, chez Mon Petit Placement, c'est d'accompagner les clients, à leur début de l'investissement, tout du long. Donc on aura le temps de parler un petit peu, de nos entreprises, distinctes. Je ne sais pas si on présente maintenant ou après? Après peut-être? Oui, je crois qu'il y a une section prévue. Ouais, Donc, c'est après. Donc voilà, on le fera après. super, merci Joanne. De mon côté, je suis Adi Mamoukou, je suis cofondateur d'Hectaria, qui est une plateforme qui permet d'investir dans la terre agricole. Et avant la création d'Hectaria, j'ai travaillé une dizaine d'années plutôt en finance de marché et en gestion d'actifs. Et donc, je vais avoir l'occasion de vous présenter lors de ce webinaire en quoi la terre agricole est un excellent candidat comme placement ou actif de diversification. On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi diversifier? J'ai voulu commencer cette présentation par une règle d'or en Ouais. matière d'investissement, c'est ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, c'est une Mmh. expression qu'on connaît tous, mais qui s'applique en fait finalement parfaitement en gestion de patrimoine. J'ai mis en illustration une image pour vous donner un peu une idée. Derrière, c'est une image qui représente deux portefeuilles d'investisseurs différents. On va dire que le premier investisseur met tout son argent dans une seule entreprise, on va dire en action dans la tech, on va pas nommer l'entreprise. Et le deuxième va repartir, on va dire, son patrimoine sur actions, obligations et on va prendre immobilier. Si demain, à 9 heures, à l'ouverture de la bourse, en disant que le secteur de la tech prend un grand coup, alors le premier a de fortes chances, en tout cas, probablement voir son patrimoine chuter, alors que le second, lui, va probablement beaucoup mieux encaisser le coup. En fait, c'est aussi simple que ça, la principale dynamique derrière le concept de diversification, c'est réduire les risques en plaçant mon patrimoine sur soit plusieurs sous-jacents, soit plusieurs zones géographiques. Je crois que Joanne Mmh. nous fera une présentation là-dessus. Et en fait, des exemples concrets, on en a vu dans le passé à plusieurs reprises. Si je remonte pas très très loin, mais si je prends 2020, crise de Covid, on a tout le secteur du tourisme et de l'aérien qui ont perdu 70% de leur activité. Dans le même temps, vous avez les secteurs de la tech et de la santé qui ont plutôt bien tenu le coup, voire surperformé. Et un exemple qu'on cite aussi assez souvent, c'est la crise des années 2000 sur les valeurs informatiques de la tech, et où là, la chute a pénalisé beaucoup de gens qui étaient très, très exposés. Tout Mmh. ça pour dire, en fait, finalement, un portefeuille trop concentré sur le long terme, c'est fragile et c'est risqué. Et en fait, la diversification va venir, en fin de compte, c'est votre bouclier qui va vous permettre de limiter, en tout cas, les pertes en réduisant les risques, quoi.
Après, en termes de diversification, je sais qu'il y a plusieurs types de stratégies de diversification et je te laisse, Joanne, nous Ouais. expliquer tout ça. Mmh. Alors tout à fait, donc comme, l'a dit Adim juste avant, en fait, la métaphore, elle est vraiment bien, par rapport à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que si on prend vraiment la métaphore, si demain vous partez au marché et que vous avez mis tous vos œufs dans le même panier et que, le panier tombe, bah, finalement vous avez tout perdu. Alors que finalement si vous aviez, plein de petits paniers, différents et bah, finalement, vous seriez, gagnant derrière. Bah, en fait, ça rejoint un petit peu les grandes familles de diversification, parce qu'il y a les trois principales qui sont du coup la géographique. Alors, chez Mon Petit Placement, on aime bien la pédagogie, les métaphores, mais du coup, il y en a une un petit peu. C'est en gros, imaginez que demain, vous partez en vacances et en fait, vous tombez sur un endroit géographique, en fait, il pleut. Et en fait, vous allez passer des vacances un petit peu négatives, vous n'allez pas être ravis, ça ne va pas vous apporter grand-chose, mais si vous aviez la possibilité de vous démultiplier demain, bah, en fait, vous aurez beaucoup plus d'opportunités et de chances de tomber sur un endroit où il y a du soleil. Bah, finalement, c'est un petit peu pareil avec l'investissement, c'est la même logique. Plus vous allez mettre vos billes sur des endroits différents dans le monde entier, et puis forcément, vous allez toucher plus de rendement et peut-être avoir quelque chose de plus positif. Alors après, forcément, tout vient avec un peu de risque. On ne va pas dire que c'est juste facile de placer ses billes à droite et à gauche, etc. Il faut quand même accepter qu'investir, ça comporte toujours un petit peu de risque. Mais c'est en tout cas comme ça que sont façonnés nos portefeuilles chez Mon Petit Placement. Parce que je vous expliquerai, mais en gros, on a une offre classique avec des portefeuilles classiques, donc avec des actions et obligations pour un petit peu équilibrer les risques. Et on voit notamment le portefeuille ambitieux qui est un bon portefeuille, pas le plus risqué que nous ayons, mais qui est quand même comporte des risques forcément. Et on voit sur le graphique que vous avez à droite tout l'ensemble des secteurs géographiques et également du coup secteur industriel, etc., où c'est investi. Et l'idée avec ça, c'est de pouvoir compenser si jamais il y a un secteur qui va mal. Il y a un autre qui reprendra le relais, et c'est comme ça que ça fonctionne et qu'on arrive à avoir des bons rendements. Et finalement, c'est pareil avec les secteurs, c'est ce que je disais, c'est un petit peu comme la géographie, il faut positionner un petit peu partout si on peut. Et ensuite, il y a la diversification par les classes d'actifs. Donc, vous pouvez investir sur des actions qui sont plus risquées que si vous mettez sur des obligations, par exemple. Vous avez de l'immobilier également avec les SCI, SCPI, donc plein de choses, et l'actif alternatif. Donc, les terres agricoles, comme Adim pourra vous expliquer un petit peu après. Vous avez également l'or, qui est une valeur refuge qui est très intéressante également. Vous retrouvez du fonds euro, du private equity. Et là, c'est pareil, il y en a un petit peu, je ne vais pas dire pour tous les goûts, mais c'est un petit peu ça. C'est en fonction de vous, comment vous vous sentez face au risque, et également vos objectifs de vie. Si vous avez des objectifs d'achat sur du moyen terme, on ne va pas investir sur la même chose que si vous voyez sur du long terme, 10, 15, 20 ans. Ce sera des secteurs un petit peu différents. Voilà. Super, merci beaucoup, Joanne. Et moi, je vais vous faire un focus sur quelque chose que je connais bien depuis la création d'Hectaria, c'est les actifs réels. En fait, effectivement, comme Joanne l'a évoqué, on peut baser sa stratégie finalement de diversification en essayant de jouer sur les différentes classes d'actifs sur lesquelles on repartit notre portefeuille. Et en fait, il y a une catégorie d'actifs qui s'y prête super bien à ce type de diversification-là et qui s'y prête bien aussi par nature, ce sont les actifs réels. Finalement, qu'est-ce qu'on entend, nous, par actifs réels dans une stratégie d'investissement? C'est souvent des actifs qui sont assez complémentaires pour moi avec des instruments financiers traditionnels que Joanne a cité, l'or, la forêt, la terre agricole, l'immobilier, où on en voit aussi de plus en plus des objets d'art, par exemple. Et en fait, si je dois citer deux caractéristiques, on va dire, pour caractériser les actifs réels, je commencerai tout d'abord par le côté tangible. En fait, en opposition avec les instruments financiers classiques qui sont, eux, dématérialisés, un actif réel, pour le coup, on est sur quelque chose de concret, de tangible, de palpable, quoi. Et ensuite, la deuxième caractéristique, ça va être que en fait, ces actifs réels-là, leur valeur, elle est intrinsèque. C'est-à-dire que la valeur provient vraiment de la nature même de l'actif. Je donne un exemple, un hectare de terre agricole va produire des cultures et en fait, la valeur du rendement va en grosse partie dépendre
de la tonne de blé qui va sortir de cet hectare de terre. Un immeuble de logement va générer des loyers et la valeur, le rendement sera fortement corrélé au loyer qu'on perçoit avec cet immeuble de logement-là. Et donc, cette valeur-là, elle est intrinsèque et contrairement à un marché action, elle ne va pas dépendre, par exemple, d'une humeur de marché, quoi. En ce sens-là, on est complètement décorrélé comme actif, quoi. Et en fait, souvent, tu l'as évoqué tout à l'heure, Joanne, ces actifs-là sont utilisés comme valeur refuge en cas d'incertitude ou de crise, ou comme des actifs de diversification pure parce qu'ils sont décorrélés. Et un exemple qui est super parlant, c'est, je crois qu'il y a 2 jours, l'or a battu son record historique en euros. Il me semble que le kilo d'or est passé à 101 000 euros. Et en fait, dans un contexte où les marchés financiers sont en ce moment très nerveux avec l'inflation et l'incertitude géopolitique, on a un actif qui continue à faire son travail de valeur refuge et c'est exactement ce qu'on attend finalement d'un actif réel décorrélé. Après, il faut avoir en tête qu'il y a des inconvénients, c'est-à-dire que ces actifs-là, c'est de l'investissement moyen, long terme, plutôt long terme pour le coup, parce que typiquement en termes de liquidité, on est sur de la liquidité qui est assez limitée. On ne revend pas un terrain agricole comme on revend une action en cliquant aujourd'hui sur une plateforme sur un bouton, ça prend plus de temps. Et historiquement, on a aussi une grosse barrière à l'entrée sur ce type d'actifs. C'est en général assez difficile d'accès en direct pour un investisseur particulier. Et c'est là que, avec Opteria, typiquement, on essaie de changer la donne en mettant en place une plateforme qui démocratise l'accès finalement à la terre agricole, quoi. Tac, tac, tac. Alors, on va vous présenter un peu ce qu'on fait concrètement. Ouais. Alors, du coup, pour vous présenter un petit peu mon petit placement, donc c'est une fintech lyonnaise qui a été créée par Thomas Perret, du coup en 2017, mais qui a été officiellement lancée en 2020. Donc, imaginez un petit peu pendant le Covid, ça devait être bien sympa. Moi, j'y étais pas encore, mais ça n'a pas été de tout repos. En tout cas, comme tu l'as dit, c'est très quand même corrélé avec ce qui se passe sur les actualités, mais économiques, parce que quand même à rappeler que même s'il y a des réactions sur les marchés, etc., ça reste quand même assez décorrélé tant que ça n'a pas de réel impact économique. Mais bon, après ça, il y a toujours des surréactions, etc. Donc, pas évident. Mais du coup, voilà, l'idée de Thomas, c'était quand même de démocratiser l'investissement à tous. Donc, avec une accessibilité à partir de 300 €. Parce qu'en fait, il est parti d'un constat assez simple et quand même très parlant. C'est qu'en fait, la population, en tout cas en France, est très mal éduquée à l'investissement. Donc, ce n'est pas des choses qu'on entend vraiment parler, sauf si on décide de réaliser des études dedans ou autre. Mais sinon, à l'école, on n'en entend pas forcément parler. Et nos parents ou autres nous parlaient plus de livret A ou d'autres choses. Mais finalement, il y a tellement de choses à faire, donc c'est super. Donc vraiment, son idée, c'était de montrer de la visibilité là-dessus et de le permettre à plus de monde possible. Donc chez Mon Petit Placement, nous, on est plutôt tourné assurance vie, donc principalement, et on s'est ouvert au PER récemment. Donc c'est l'assurance vie, l'avantage, c'est que du coup, c'est liquide, donc c'est assez facile de pouvoir récupérer ces fonds, même si on dit quand même qu'il faut avoir un projet assez moyen-long terme, sinon ça devient un petit peu compliqué quand on investit sur des actions ou obligations. Et il y a une fiscalité assez positive qui s'applique au bout du temps. Donc, ça peut être pas mal. On a beaucoup d'accompagnement, on est quand même 40 maintenant dans l'entreprise, donc une petite quinzaine de conseillers. Donc, on est disponible 7 jours sur 7. Donc, on essaye d'être assez disponible et surtout de créer une vraie proximité avec nos clients, c'est très important. Et on essaie également sur les à côté de réaliser des petites applications sur la finance, de faire quelques articles de pédagogie, etc. Donc voilà, grosso modo. Et cette slide aussi, enfin, je ne l'ai pas passée, c'est ça? Ouais, non, mais c'est pas très grave, mais c'était pour Ça un petit marche. peu, ouais, c'était pour montrer également que, finalement, chez Mon Petit Placement, on diversifie donc de plus en plus, hein. On va pas mentir, au début, c'était vraiment, c'était 3 portefeuilles, maximum. Maintenant, c'est vrai qu'on a, la chance d'avoir plusieurs partenaires, assureurs. Donc on a, du coup, nos portefeuilles qu'on dit, classiques. Donc comme je disais, donc c'est une offre, comme ambitieux et intrépide sur du moyen long terme qui, en fait, n'ont pas de secteur précis. Donc, c'est ce que je disais, c'était la diversification. Donc, c'est comme ça que sont façonnés nos portefeuilles. En gros, on a un comité qui se rassemble tous les trimestres. Donc, dedans, vous retrouvez des experts de
la finance et des fonds de gestion qui vont nous conseiller un petit peu par rapport au contexte qui se passe dans le monde, que ce soit économie, géopolitique, etc., pour voir comment façonner. Et en fait, nos portefeuilles classiques, donc ambitieux et intrépides, ils ont 4 fonds dedans, donc plus ou moins risqués par rapport à ce qu'on souhaite dans son horizon. Ambitieux est un petit peu moins risqué que l'intrépide, mais par exemple, ambitieux, on attend un rendement annualisé de 8% par an, donc sur 5 ans minimum. Il faut quand même rester là-dessus. C'est pas si vous investissez demain, dans 3 mois, vous n'aurez peut-être pas 8%, ou alors tout va super bien, ça serait super. Mais c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, il faut voir un petit peu sur du plus long terme. Et on a également la chance d'avoir du fonds euro. Donc le fonds euro, c'est un fonds qui a capital garanti. Donc c'est un petit peu l'avantage pour les personnes qui souhaitent équilibrer leur placement, d'avoir un petit peu de risqué, du moins risqué si demain on a un projet immobilier, etc. C'est quand même bien de pouvoir avoir quelque chose où on sait qu'on n'a pas de perte dessus. Par contre, il faut aussi partir du principe que le rendement sera moins intéressant, forcément. Mais sur l'année 2024, il était quand même à 3,6% net des frais de gestion, donc c'est super intéressant. Quand même à noter qu'il y a une fiscalité qui s'applique. Ça reste de l'assurance vie. Et à côté, on a également décidé de diversifier avec des portefeuilles thématiques. Donc, on retrouve de la tech, évidemment. C'est quand même quelque chose d'assez porteur, la santé, l'emploi, l'environnement et aussi récemment l'or. Donc, c'est aussi, alors, dans l'idée de diversifier, encore une fois, parce que c'est important, mais c'est aussi des convictions. Quand on investit sur l'environnement, aujourd'hui, c'est une conviction. Quand on investit sur la tech, c'est également une conviction ou une envie parce que c'est un peu à la mode, etc. Mais en même temps, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, donc on essaye d'avoir une offre assez complète pour pouvoir permettre à tous d'y trouver un petit peu son compte. Très, très clair. Alors, côté Hectaria, donc comme je le disais au début, nous avons créé une plateforme qui permet aux particuliers d'investir en quelques clics dans le foncier agricole des 500 euros. Et en fait, l'ambition initiale, c'était de reconnecter les agriculteurs, les particuliers et les agriculteurs qui les nourrissent dans un modèle qui est économiquement viable pour les deux parties. C'est-à-dire que comment ça fonctionne, c'est côté particulier, via leur épargne, ils financent l'installation d'agriculteurs qui s'engagent à mettre en place des pratiques respectueuses de l'environnement. Et de l'autre côté, les agriculteurs offrent une rémunération de l'épargne des particuliers finalement, via un loyer qui est payé tous les mois sur la plateforme. En fait, notre modèle, il est assez similaire à de l'immobilier, sauf que le sous-jacent, c'est pas de l'immeuble, c'est de la terre agricole. Donc, vous percevez vraiment tous les mois un loyer. Et à terme, à la revente des terres, si le foncier a pris de la valeur, historiquement, la terre agricole a pris sur les 10 dernières années à peu près 3-4% par an. Vous avez aussi une plus-value qui est liée à l'appréciation du prix de la terre. Donc, c'est vraiment notre ambition. Souvent, on dit chez Hectaria, investir dans la terre, c'est comme investir dans la pierre avec l'impact en plus. Parce que l'une des statistiques qui nous a fait pas mal réfléchir et creuser quand on se lançait sur Hectaria, c'est que d'ici 2030, on a la moitié de nos agriculteurs en France qui partent à la retraite. Les jeunes générations qui souhaitent s'installer se confrontent à un principal blocage, un principal frein, c'est l'acquisition du foncier. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit, on va lancer un produit d'épargne et d'investissement où l'argent des particuliers financerait la nouvelle génération d'agriculteurs. Et comment ça fonctionne? Tac. C'est assez simple. Notre but, c'était de lancer une plateforme où on démocratiserait l'accès à cet actif-là en quelques clics. Donc, en fait, vous créez votre compte chez Hectaria, vous validez votre compte, vérification d'identité classique, comme on peut avoir sur toute plateforme d'investissement. Et ensuite, vous allez avoir à disposition un certain nombre de projets. Aujourd'hui, on finance 2-3 projets par mois. Donc, l'idée, c'est tout comme sur un portefeuille action, on va dire diversifié, vous aurez X actions, on va dire, je dis n'importe quoi, le L'Oréal, Total, ainsi de suite. Nous, l'idée, c'est que vous créez en fonction de vos choix, donc de rendement, de localisation, de type de culture, votre portefeuille de terre et qu'en particulier, chez nous, il va avoir un portefeuille avec 2 hectares d'abricotiers, de la vigne, de l'élevage, ainsi de suite, quoi. Et donc, on peut aussi diversifier au sein des terres agricoles en jouant sur la localisation. Le but, c'est d'investir soit chez l'agriculteur à côté de chez moi ou parce que j'étais en vacances en Bretagne, je vais soutenir cet agriculteur-là chez qui j'ai été chercher du lait ou du fromage.
Et c'est vraiment notre vision de l'accès à cet actif-là. Et comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez rentrer sur plusieurs critères. Donc, une fois que vous avez validé votre compte, vous avez sélectionné votre projet, vous créditez un portefeuille et en quelques clics, vous signez un bulletin de souscription. Une fois que le terrain est financé, tous les mois, vous percevez votre loyer sur la plateforme directement. Aujourd'hui, chez Hectaria, on a financé, là, demain, on lance un nouvel agriculteur en Bretagne et ça sera notre 21e agriculteur sur les 12 derniers mois à peu près. Donc, c'est assez encourageant. On essaie d'être un peu partout en France et ça passe aussi par la communauté engagée qui partage nos opportunités. Je sais pas, j'ai pas vu passer de questions tout le long. N'hésitez pas Non. sur la section. Tac, tac, tac. Ah, je vois que ça écrit. Alors, on a été très, très clair. Vous avez lancé quand le projet? Si vous avez pas Hectaria, ouais. Hectaria, on a créé Hectaria fin 2022. Ah, Et c'est assez récent. Et là, pour le coup, il y a de plus en plus de traction. On finance ouais. plusieurs agriculteurs. Souvent, c'est selon la localisation, selon les affinités, ça va plus ou moins vite. Mais en général, en 2 semaines, on finance des projets entre 60 et 300 000 euros, quoi. Ah oui. Et l'idée, je peux demander, elle est venue d'où? Ouais. Alors, du coup, mon associé et moi, j'ai travaillé une dizaine d'années en finance de marché, plutôt, donc, ça ressemble un peu à ce que vous faites chez Mon Petit Placement, mais plutôt structuration des fonds. Je suis Ouais. data scientist de formation, donc je faisais plutôt les algorithmes derrière les allocations. Et mon associé Paul est plutôt pareil, financier traditionnel, il était plutôt en banque d'affaires. Il est fils d'agriculteur et mon père est agronome. Ah oui, je fais Et la donc, même on région. connaissait quand même pas mal de, Ouais. problématiques liées au monde agricole et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Ouais. Ouais, c'est top. Alors, quand le locataire ne paye pas, comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, justement, chez Hectaria, on a pris le parti pris de verser les loyers de façon mensuelle, c'est-à-dire que dans le monde agricole, la plupart des fermailles sont payées de façon annuelle. Nous, chez nous, c'est vraiment mensuel. Donc, on limite le risque aussi d'avoir ce mur de remboursement annuel là. Et après, le fermage, on est sur des rendements beaucoup moins élevés que sur d'autres classes d'actifs. Donc, on est sur du 3 à 4 Et en général, c'est la première des choses, c'est son outil de travail, la terre, l'agriculteur. La première des choses qu'il paye, c'est son fermage. Là, sur la vingtaine de projets, on a pas du tout de défaillance là-dessus. Et même, on a des structures étatiques, potentiellement, quand on aide à s'installer un jeune agriculteur qui s'appelle des JA, ils ont un statut particulier. Il y a des mécanismes, par exemple, de protection qui proposent l'équivalent de ce qu'on peut avoir dans l'immobilier, de loyer garanti, de loyer impayé. Donc là-dessus, c'est pas forcément le risque de crédit ou de paiement est beaucoup, beaucoup plus faible que sur la terre agricole. Alors, comment sélectionnez-vous les agriculteurs et sur quels critères? Alors, grosso modo, aujourd'hui, mon associé Paul, qui s'occupe de la partie relations investisseurs, agriculteurs et le sourcing, je pense qu'il reçoit 3-4 projets de demande de financement tous les 2-3 jours, hein. C'est depuis peu, on est plutôt sous le flux des demandes. Et donc, on va regarder plusieurs choses. D'abord, on va regarder si le projet est économiquement viable. Est-ce que potentiellement l'agriculteur, c'est quelqu'un qui a de l'expérience? On va prendre comme une banque, finalement, quand une banque fait une analyse d'une entreprise pour un dossier de crédit. Donc, on va regarder plutôt des critères économiques, liasses fiscales, rentabilité. Et après, on va regarder est-ce que c'est le type d'agriculture qu'on veut financer. Pour le coup, 100% de nos investisseurs, je pense que ils sont secteur aussi parce qu'ils veulent financer un certain type d'agriculture. Et donc, on ne va pas financer la ferme intensive d'élevage. On va plutôt financer du bio ou ça nous est arrivé, par exemple, d'acheter des terres agricoles en agriculture conventionnelle. Et dans le financement, on prévoit l'accompagnement par les agronomes pendant 3 ans pour la conversion de ces terres en bio. Donc, c'est un peu notre ligne directrice là-dessus. Alors, il y a
Je peux te donner des questions aussi. Je ne sais pas si tu vois des questions. Ah, bah, je vois tes questions, mais c'est par rapport, du coup, un petit peu aux concurrents, j'ai l'impression, Fèvre ou Terre de Liens. Ah Vous oui, pouvez oui, pas bah, je choisir reprends ça. Ah, j'ai vu ce qui vient d'arriver sur MPP. Alors, Ouais. comparé à Fèvre, grosso modo, vous avez une structure chez Fèvre, plutôt une foncière donc vous investissez, la foncière est collecte, et c'est côté Fèvre qui font leur allocation, qui décident quel agriculteur financer. Nous, pour le coup, c'est plutôt du direct, c'est-à-dire que vous investissez directement, projet par projet. Et donc, pareil, l'idée, en toute transparence, de laisser aux gens le choix dans l'allocation de leur actif. Donc, je vais vous donner un exemple qui est assez caricatural, mais qui répond bien à votre question. C'est on va financer demain, du coup, je vous disais, un agriculteur qui fait des porcs bio de l'Ouest en Bretagne. Et on sait que, par exemple, il y a certains de nos investisseurs qui ne veulent pas aller sur des projets d'élevage pour des raisons de conviction personnelle. Et donc, on laisse le choix. Donc, notre structuration, en tout cas, nous, ça permet de flécher directement projet par projet. Et ensuite, de par la différence de structuration, nous, on va venir verser des loyers de façon mensuelle. Et chez FEV, quand vous investissez dans la foncière, je pense qu'ils ont plutôt un dispositif de réduction fiscale à l'entrée et après, pas de rendement tout au long de votre investissement jusqu'à la sortie. Donc, c'est un parti pris, mais pour le coup, on a la même vocation, c'est financer et apporter plus de capitaux au monde agricole. Alors, pour la fiscalité, comment ça se passe? Quel est le processus de souscription via MPP? Alors, je ne sais pas si on parle de la fiscalité, donc concernant, votre projet ou si c'est la fiscalité de l'assurance vie qu'on parle? Je pense. J'ai l'impression, je pense, oui. Je pense. Voilà, la fiscalité de l'assurance vie, donc faut savoir que tant que vous ne récupérez pas vos fonds, il y en a pas. En gros, vous avez rien à déclarer aux Mm. impôts, n'importe quand, le temps de la durée de votre placement. Au bout de 8 ans, vous avez le droit à des abattements fiscaux si vous décidez de retirer, mais sinon, imaginons vous avez placé, une somme, d'argent, et que demain vous en avez besoin et ça fait 5 ans et pas 8 ans, vous allez avoir les 30 de l'imposition qui vont s'appliquer uniquement sur les bénéfices, jamais sur le capital investi. Mais il faut quand même, donc il y a les prélèvements sociaux qui s'appliquent de 17,2% et également, du coup, le reste qui s'applique pour faire 30%. Et au bout de 8 ans, vous avez quand même des réductions. Et c'est sur la plate tax, c'est à peu près Ah. similaire chez nous. En fait, quand vous investissez, vous achetez des obligations. Et donc, tous les loyers, en fait, c'est un peu les intérêts de ces obligations-là qui sont versés, c'est des coupons un peu qui sont versés de façon mensuelle. Et donc, ces rendements-là, ces intérêts-là sont soumis à la flat tax à 30% au total. Et pareil, à la revente, la plus-value, vous serez exposé à la flat tax. Et ensuite, il y a une question: qui est le propriétaire de la terre durant la durée du financement? Grosso modo, aujourd'hui, chez nous, chez Hectaria, on a deux structures. On a Hectaria SAS, qui est notre structure opérationnelle, entreprise, où nous avons nos salariés, donc vraiment structure opérationnelle. Et vous avez une autre structure qui s'appelle Hectaria La Foncière, qui est complètement séparée, qui a pour vocation uniquement à faire des levées obligataires pour financer des terrains agricoles. Et donc, c'est Hectaria La Foncière qui est propriétaire des terres tout le long du contrat. Et au rachat, finalement, Hectares La Foncière revend le terrain pour rembourser les détenteurs des obligations. Ensuite, à chaque fois qu'on fait une émission obligataire, on va mettre en place une hypothèque de premier rang pour un peu lier, si vous voulez, c'est la principale garantie pour donner une sorte de propriété indirecte, c'est-à-dire que ce terrain-là est lié par une hypothèque de premier rang aux détenteurs des obligations qui ont permis de le financer. Et ça, c'est principalement pour qu'en cas de défaillance, même de défaut d'hectaria, finalement, ce n'est pas les créanciers d'hectaria qui sont remboursés en premier, c'est les détenteurs des obligations suite à la revente de ce terrain-là. Tac, tac, tac. Alors, en fait, j'ai réagi par rapport à... Tac, tac, tac. Ouais, c'est la slide 7. C'est laquelle la slide 7? Tac, tac. Ouais. Ah oui. Alors, effectivement, comme je disais, les loyers, nous, on les verse de façon mensuelle, c'est-à-dire que finalement, Hectaria est l'intermédiaire entre l'agriculteur et la centaine d'investisseurs qui investissent sur le terrain. Donc, en fait, tous les mois, la plateforme Hectaria va prélever le loyer, l'équivalent, le fermage
annuel sur 12 mois chez l'agriculteur et va distribuer le loyer aux différents agriculteurs, aux investisseurs plutôt. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense qu'on a dû faire le tour des questions. Ah non, ça a écrit. Ah, je crois qu'il y a plusieurs questions qui arrivent. Sur les plateformes d'investissement participatif, il va chaque mois et on paye les 30% qui sont déduits des revenus. Alors, je reprends. Donc, tous les mois, vous, en tant qu'investisseur chez Hectaria, vous allez recevoir un revenu de votre obligation et ce revenu-là, c'est votre quote-part du loyer. Et donc, ce revenu-là, il est versé brut d'impôt. C'est-à-dire que, supposons que vous touchez 10 euros ou 100 euros de loyer tous les mois, effectivement, à la fin de l'année fiscale, la plateforme va vous générer un document synthétique qui vous dit, Monsieur X, vous avez touché un revenu de l'année de cette année qui vient de se terminer X euros, et c'est ce montant-là qui sera assujetti à la flat tax des 30%. Mais on ne fait pas de comment ça s'appelle de retenue à la source directement sur la flat tax, contrairement peut-être à certaines plateformes qui, eux, sont plutôt alors on n'est pas vraiment dans le même registre. Typiquement, on fait pas du crowdfunding immobilier où la plateforme est juste passe-plat euh, entre un prêteur et des investisseurs. Nous, on a plutôt une vision gestionnaire d'actifs, c'est-à-dire que c'est nous qui achetons directement les terres. Il y a pas, on n'achète pas, on fait pas du prêt obligataire comme ferait une plateforme à laquelle je pense sur de l'immobilier classique, quoi. Donc, c'est pas exactement pareil. Alors, si la SAFER préempte un terrain agricole avant l'acquisition, est-ce que vous remboursez l'investisseur? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on met un terrain sur la plateforme quand on a fait toute la démarche à la fois de dépôt de documentation réglementaire au niveau de l'autorité des marchés financiers et aussi le process SAFER. Tant qu'on n'a pas passé le comité de validation de la SAFER, tous nos terrains passent devant la SAFER, on ne prend pas le risque de mettre une opportunité sur la plateforme. C'est justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une petite équipe, on est entre 6 et 8 personnes, on met à peu près grand maximum 2-3 terrains par mois sur la plateforme parce que tous les terrains passent les process à faire à la fois de l'expertise de la valorisation de la terre et tous les contrats. Effectivement, du coup, on s'est débrouillé. Je pense que c'est relatif à ma dernière réponse, c'est-à-dire que nous, on verse les revenus bruts et c'est à l'investisseur de faire sa déclaration, même si la plateforme génère un document qui vous donne le montant total et la case où il faut cocher. Et si vous souhaitez réinvestir les revenus, effectivement, en fait, les loyers sont versés sur votre portefeuille sur la plateforme. Et ce portefeuille-là, en fait, soit vous cliquez sur le bouton retirer et vous mettez votre IBAN, votre RIB pour le retirer sur votre compte bancaire, ou si vous voulez, vous pouvez utiliser ce solde-là pour réinvestir sur d'autres terrains. Souvent, beaucoup d'investisseurs le font, ouais. Pas de frais de retrait. Super. Alors, j'ai une dernière question que je vois, c'est sur les garanties des loyers impayés. Alors, elle n'est pas systématique, pour le coup, ça reste de l'investissement, donc il y a un risque de perte en capital, à savoir où, surtout dans le monde agricole, un agriculteur qu'on a financé dans 6 ans peut faire faillite et donc se retrouve dans l'incapacité de payer un loyer. Et dans ce sens-là, contrairement par exemple
un investissement. C'est pour ça qu'on fait de l'investissement obligataire, un investissement sur une plateforme où vous investissez en actions dans l'exploitation de l'agriculteur. Nous, le risque, on essaie de le limiter, c'est-à-dire que demain, si l'agriculteur fait faillite, effectivement, les quelques mois, semaines ou mois qu'on va mettre à trouver un nouvel locataire exploitant des terres, on pourra pas verser le loyer. Mais le pire de scénario dans notre modèle, dans notre structuration, c'est que le terrain agricole est revendu pour rembourser les détenteurs des obligations. Contrairement à un investissement en action où, en cas de faillite, bah, vous avez vraiment un risque de perte totale, quoi. Mais la garantie des loyers impayés, elle n'est pas systématique. C'est vraiment dans des cas ultra spécifiques, dans certaines régions où il y a un jeune agriculteur qui est installé. Et après, la partie assurance, c'est plutôt des assurances qui sont faites, qui sont prises par les exploitants eux-mêmes. Je pense que vous pensez aux assurances catastrophes naturelles ou ce genre de choses. Et ça, c'est pareil, l'agriculteur, quand il s'installe, la première chose qu'il fait, c'est je paye mon loyer, mon fermage et je prends des assurances, quoi. Mais pour l'instant, nous, dans notre offre, justement, tout ça, ça rentre en compte dans l'évaluation de la viabilité des projets qu'on met sur la plateforme, quoi. Tant que vous ne retirez pas de l'argent sur votre portefeuille, vous déclarez pas aux impôts ou bien on doit déclarer. Si, si, si. À partir du moment où le loyer est versé, c'est vraiment le revenu, il est sur votre portefeuille. Vous avez touché des intérêts de votre obligation. Donc, vous devez déclarer à la fin de l'année. Ouais. Il y a, je pense qu'on va, je vais prendre encore deux, trois questions et après, je vous laisserai nous répondre. Je suis en train de bloquer avec toutes mes questions. Je serai nous envoyer des questions par mail, avec plaisir pour y répondre. J'ai pas compris l'acronyme ODG, je pense objectif de gain peut-être? Non? Obtenu avant revente. Ah, ordre de grandeur. En général, sur des placements long terme, en notre principal, c'est la diversification. Je vais pas sortir des ordres de grandeur, comme ça, parce que ça peut être, des conseils en investissement direct. Mais, si vous voulez, sur les 15 dernières années, le prix de la terre agricole a pris, 3-4 en moyenne. Je crois qu'on a fait un article avec, l'évolution du prix de la terre, 3-4 par an, plus, les loyers que vous touchez, qui sont de l'ordre de 2-3. Je pense que sur le site d'Hectaria, vous avez un simulateur qui vous donne, sur trois scénarios de risque, optimiste, modéré et plutôt très risqué, sur un investissement. Vous mettez un montant, un type de culture, une localisation et on vous sort un scénario. Mais on va être sur des rendements cibles, sur des TRI, entre 5 et 7 ouais. Et je pense on va prendre les autres questions. N'hésitez pas à nous envoyer par mail. Je ne veux pas bloquer Joanne encore un peu. Non, pas de souci. Et merci beaucoup à tous pour votre présence. Et n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Joanne ou moi. On vous enverra un mail pour avoir vos différentes coordonnées. Merci beaucoup. Merci à tous et merci beaucoup Adim. Salut Joanne. Salut.